oublier la réussite. Ici, pas de promesses, pas de certitude, juste une tentative. Ce moment fragile où l'on ose dire « Voilà comment je vois le monde ». Bienvenue parmi ceux qui essayent. Alors, je m'appelle Gaylor, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis en master de production. J'ai pas d'alternance, mais je suis en recherche et je tends à être réalisateur dans un avenir proche. An energy of life, an energy of love. It's the energy that's in every living entity. It's that energy that we can't know about before we're born, and the energy that's going to happen to us when we die. But we know about the energy before us, man and woman and child and animal. Not kill animals, not kill a fly. And if we love all that energy, we'll love life so much that we'll never die, because you'll be so sure that you're part of God and part of that life energy, that universal poetry of love. T'as dit combien? 70 centimes. 70 centimes. C'est pas le prix d'une sucette, ça. Chris. T'inquiète, le gars. C'est le prix d'une sucette ici. Ok. Si j'en prends deux, tu me fais un prix. Non monsieur, que vous en preniez une ou 10, le prix reste le même. En fait, si je comprends bien, on est en train de se faire enculer dans cette histoire, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste qu'on peut pas faire de marge sur le prix des sucettes si on commence à faire des réductions. T'entends ça, toi? Bon, écoutez monsieur, moi j'y suis pour rien. Si vous avez un problème avec le prix des sucettes, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Si vous voulez, je peux appeler le patron, mais je suis pas sûr qu'il puisse y faire grand chose. Putain, ça me dégoûte. Ça se trouve des excuses en plus. Non mais c'est pas grave, à ce prix-là, on vous prend les deux, y a pas de souci. C'est très bien. Tiens, regarde. Hop là! Allez, viens. Ça t'aidera à refaire ta déco pourrie, là. Allez. Petit escroc de merde, tu me dégoûtes. Chris. Eh, trou du cul, la prochaine fois. Avec les sourires. Pourquoi t'es toujours méchant avec les gens? Je suis pas méchant avec les gens. J'essaie juste de leur faire comprendre qu'ils me cassent les couilles et leur sale gueule. C'est tout. Et qu'est-ce que t'aimes pas chez eux? C'est pas que j'aime ou j'aime pas quelque chose, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir cet état relationnel avec eux, c'est tout. Comment ça? Pourquoi tu me parles de ça là? On est bien. Oui, non mais j'essaie de comprendre, c'est tout. J'ai pas envie d'être ce mec qui fait semblant. C'est pas parce que la vie c'est de la merde que je dois être un soutien moral à chaque connard que je croise, c'est tout. J'ai Mais aucune ça- raison de devenir pote avec eux, moi. Ça n'a rien à voir avec de l'amitié, c'est, je sais pas, c'est de la bonté, de la compassion réciproque, un truc humain quoi. Tu sais, c'est comme quand les chats ils viennent se frotter à toi. La compassion réciproque. Je leur pisse au cul, moi. Et les chats, c'est comme tout un tas d'enfoirés. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils te la mettent bien profond et après ils se cassent. Attends, regarde, je vais te montrer. Vous êtes trop belle, madame. Oh, merci, c'est très gentil. Vous êtes très mignons tous les deux. Merci. C'est ma sœur. Et je suis super fier d'elle. T'es pas de la famille pour rien, toi. Hein. Ah, quelle conne.
Excusez-moi, vous auriez une cigarette? Ouais, bien sûr. Merci. Merci. Putain! T'es malade ou quoi? Eh mec, arrête! Attends, je vous connais pas, vous êtes qui? Ah, commence pas. Les mecs comme toi, on les repère direct. Tu donnes une cigarette et après on la connaît la suite. Tu crois que je t'ai pas vu venir? Putain, sans déconner, mec. Et ça se remet jamais en question, les merdes comme toi? Putain, mais c'est elle! Ta gueule! Ta gueule qui t'a demandé de parler, toi! Tu lui as demandé de parler? Non, je crois pas. J'ai tout vu. T'as voulu faire mal à ma copine, tu t'es fait niquer, c'est tout. Ça en reste là, mec. Tu l'avais pas vu venir, hein, avoue? Je suis impressionné. Attends. Non, du coup, tu veux regarder quoi? Je sais pas, dis-moi ce qu'on a. On avait commencé brûler sur le corps mais pas dans la tête. Mais je crois que ça nous avait saoulés. Sinon, on a l'apparition de la lèpre, les tumeurs invisibles au XXIe siècle, Hitler en 24 heures clés, néopédophile, une approche cybernétique. On a meurtre chez les Hickson, 1976, Dana Boom, le cannibale du Attends, je Maryland. connais ça. De quoi, le cannibale? Non, meurtre. C'est pas le gosse qui égorge sa sœur ou sa mère? Non, je crois que c'est celui qui a foutu le feu dans la baraque avec toute sa famille. Ah oui, mais en fait, dans l'histoire, c'est parce que c'est sa sœur, en fait, qui parle, c'est pour ça que tu dois confondre. Non, c'est un gars qui a fait des trucs chelous, mais je sais pas, il a peut-être tué sa sœur. Ça te dit? En fait, tu veux pas changer un peu? Je sais qu'on adore ça, hein, mais je sais pas, on pourrait essayer autre chose peut-être. De quoi, de plus poétique, de moins dramatique, c'est ça? Je veux juste essayer autre chose si ça te va. Ouais, ok, attends, je vais regarder. Je crois qu'on a un documentaire sur les hippies dans les années 60. Je sais pas, c'est bien, en plus c'est historique. Puis les gens, ils ont l'air heureux. Moi, c'est parfait. C'est presque prêt. It's like I played baseball. I'm a Boy Scout. My father was a Scoutmaster. This is a riff, man. You know, it really is. I'm wearing my hair long because somebody else is, and I want to please them, right? Like Brian Epstein, who is a
started this long hair in England, man. For us, I'm talking about for us in America. He brought John, Paul, Ringo, and Quick George, right over here, and I picked up on it because everybody else picked up on it, and that's the only reason I'm doing it. And this is a game. I'm having fun. People's Athletic Liberation Movement is what they called themselves. They seemed not to like organized football. Between halves of the game, 3 of them, one with a Viet Cong flag, ran in and out of the Stanford bands. Very much alive, very much full of energy, and very, very beautiful. You stay in an energy, so you dive in the stream and you get your energy, and you fill your body with energy, you fill your consciousness with energy. If you keep into that stream, you're like to depolarize yourself. So you take what you've gotten. It's like between acid, you don't pop acid every weekend. And if you do, you're not getting out of it what you might if you popped it once a month, once every 6 months, which is another kind of consciousness altogether. Well, here it is, folks, that terrible drug LSD. I think the kids then were taking drugs for a lot of different reasons. Some people were just taking them to escape and to play. Some people were actually living a childhood that they'd never had. Some people were self-medicating, using psychedelics for self-analysis, for spiritual realization, and just as a numbing. Some people just didn't want to be there, really, didn't want to be alive. And that was their slow way of checking out. Yet thousands would be swept up by a revolutionary movement that would shape American life far beyond that turbulent summer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir un ami. Tu viens? Chris. Putain, c'est lui.
avec nous? Ça va? Oh, on est venu te chercher, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Ah, réponds, s'il te plaît. Il dort, le gars? Je sais pas, Chris. Aucune idée. Oh! Tu nous fais quoi, là? Putain. On fait ça. Putain, je sens rien. Oh! Oh! Pourquoi il répond pas, le gars? Je sais pas. Pourquoi il répond pas? Mon ami répond. C'est quoi ces conneries, là? Putain, comment c'est possible? On t'a vu tout à l'heure, là. Comment c'est possible? On t'a vu tout à l'heure. Putain. On est venu te chercher, tu nous l'as fait à l'envers. On est venu te chercher, tu nous l'as fait à l'envers. On est venu te chercher, tu nous l'as fait à l'envers. Comment tu peux crever comme ça? Comment tu peux crever comme ça? Comment tu peux crever comme ça? Comment tu peux crever, putain? Merde! Merde! Putain! You're scared of a world where you're needed, so you never made nice with the locals. But you tied me up slow with your fine stuff. It takes a few years, but they break bones. It takes a few months, but our bones heal. We're stronger, we tell all our school friends, and we sign our cast in the playground. Darling, the rest of my body, it's yours then. I know you're scared. Well, I'm scared too. But every time I try to make lunch for anyone else in my head, I end up dreaming of you, and you come to me. Good morning. Show me the place where he inserted the blade. Oh, praise the Lord, burn my house. I get lost, I freak out. You come home and hold me tight as if it never happened at all. Good morning. Show me the place where he inserted the blade. Good morning. Where is your light? Am I home? I will. Magnifique. Qui étais-tu juste avant ce film? Juste avant, bah j'étais... Est-ce que je suis quelqu'un maintenant déjà? Mais non, juste avant le film, j'étais simple étudiant qui n'avait pas de premier film à son actif. Et j'étais surtout quelqu'un d'ambitieux qui voulait faire son film. Mais je savais pas, j'hésitais. Donc j'étais quelqu'un de très hésitant. Maintenant un peu moins. Et c'est surtout ça que ça m'a apporté. Dans quel état tu l'as commencé le film? Je l'ai commencé dans un état de frustration, tout simplement parce que moi j'étais en licence
Et en licence, c'est vraiment que de la théorie, quoi. Tu n'as pas de pratique, tu n'as rien du tout, mis à part 2-3 fois tous les 3 mois. Et moi, j'étais très frustré de pouvoir rien faire, même si j'avais choisi d'être en licence, je voulais quand même réaliser. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça me saoule, ça me frustre, je vais commencer quelque chose et je vais écrire un scénario et voir où ça va et pourquoi pas le tourner. Est-ce que tu fuyais quelque chose ou tu cherchais quelque chose? Je pense que je cherchais quelque chose. Je pense que je me cherchais dans la création déjà, parce que j'avais des idées de scénario ou même d'histoire, et je me cherchais vraiment avant tout, je pense. Et ça m'a permis, je pense que je me suis trouvé d'ailleurs dans ce film. Hein. Je pense que je me trouverai à travers tous les films que je ferai. C'est une évolution, mais je me suis cherché et j'ai beaucoup aimé cette aventure. À quoi tu pensais que ce film allait ressembler? Franchement, je m'attendais à rien au début parce que je voulais juste créer quelque chose. J'étais pas sûr de ce que ça allait donner. Je me suis dit, évidemment, ça se trouve, ça va pas aboutir, comme tout projet, parce que j'ai eu tellement de galères, forcément, c'est comme tous les films. Je m'attendais à un truc moyen, pour être honnête. Je trouve qu'il y a beaucoup d'imperfections dans ce film-là, parce que moi, ça me saute aux yeux et que c'est mon premier film, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti, donc ça va. Qu'est-ce que tu croyais savoir du cinéma à ce moment-là? Un truc que j'ai beaucoup appris, c'est de me concentrer sur les acteurs dans mon film. Parce que moi, à ce moment-là, durant la création donc, du scénario, du dossier de prod et même pendant le tournage, je voulais tout contrôler et ça me faisait plaisir de tout contrôler parce que j'aime bien toucher à tout. Mais c'est surtout pendant le tournage, je me suis rendu compte que je devais vraiment déléguer à mon équipe technique et de me concentrer sur les acteurs, sur le jeu d'acteurs et pas les impacter avec mon stress ou des décisions qu'ils sont pas censés entendre. Ça m'est arrivé de leur dire là on va tourner ça, puis on fait ce plan-là, puis on met cette light-là, alors que c'est pas eux, ils ont besoin d'entendre, d'être focus sur le personnage, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. À quel moment le film t'a échappé? Premier jour, le film m'a complètement échappé parce que on a tourné les scènes à l'envers. J'ai fait la scène de l'appartement en tout premier. On devait tourner de 21h à 1h du matin max, quoi. On a commencé à 22h, on a fini à 4h du mat et on devait tourner le lendemain à 10h dans l'épicerie. Et ça m'a complètement échappé, mais c'est classique, hein. On a dépassé tous les horaires. Et en fait, au début, moi, je me suis dit, mais vas-y, c'est pas grave, c'est un tournage étudiant, faut y aller, même si on dort 2 heures et tout, c'est pas grave. Et tout le monde me disait, mais non, mais gars, faut qu'on dorme, on est une équipe, tout ça. Et je poussais un peu, je me suis dit, non, mais c'est bon, on tourne à 10h demain, parce que moi, j'avais réservé, j'avais vu avec le mec, il m'avait dit, ok, c'est bon. Et à 4-5 heures, je leur dis par message, parce que je les avais ramenés chez eux, et je leur dis, bon, écoutez, demain, on tourne à 14h, on repousse tout, et on repousse la séquence avec la dame un peu plus âgée, quand ils montent les escaliers. On repousse cette séquence-là, et on tourne l'épicerie vers 14h. Et j'étais même pas sûr que le mec accepte, qu'il y ait des gens dans l'épicerie, tout ça, et ça m'a complètement échappé. Au final, on a réussi, et le mec a accepté, mais ça m'a vraiment échappé dès le début, quoi. Est-ce qu'il y a un plan qui t'a fait peur? Je dirais plus une séquence, c'est le moment de la baston. Mec, arrête! Ça me faisait un peu peur parce que déjà j'avais un peu peur pour la sécurité, il se prend quand même un coup de barre, un faux coup de poing, et je me suis dit bon à tout moment tu vois ça part, j'avais prévu un coussin par terre pour pas qu'il se fasse mal, mais j'avais peur déjà de mal cadrer, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on a cadré 25 fois le truc, on était en retard et tout. Au final ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de problème du tout, pas eu de blessés, mais ça me faisait un peu peur et j'avais peur que ça rende mal aussi surtout. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à filmer? Un tout petit truc, c'est j'aurais voulu qu'il cherche plus longtemps. Tu vois, à la fin, quand il cherche le mec, il se balade dans la rue.
Et j'aurais voulu qu'ils cherchent un peu plus longtemps et qu'ils se parlent entre eux dans les rues, qu'il y ait un peu plus de dialogue. Et ça, on était complètement pris par le temps, donc on n'a pas pu. Mais en vrai, j'ai réussi à tout filmer quand même. Ouais. Et j'ai pas de regrets sur des plans que j'ai pas pu faire. Qu'est-ce que tu as filmé malgré toi? La séquence du caddie. Avec les caddies quand ils tournent en rond et qu'ils jouent. Ça, de base, c'était une séquence, je voulais faire une séquence où ils courent, où ils dansent, où ils font n'importe quoi. C'était vraiment de l'impro, cette scène. De base, je l'avais dans la tête. Et on a vu des caddies et on s'est dit, bah tu sais quoi, vous prenez des caddies et vous tournez avec, ça va être drôle. Ça, c'était complètement improvisé. Ouais. À quel moment où est-ce que tu as été le plus fragile? J'ai été plus fragile, je pense que j'ai été le plus fragile après en post-prod. Surtout au mixage, parce que moi j'y connais rien en mixage. Montage, je touche, mixage, pas trop. Et quand on a fini le film, je savais que j'avais des potes, et c'est d'ailleurs mon pote Paul Aimé qui a fait le mixage, qui était aussi au son sur le film, qui a bien voulu faire le mixage. Et j'étais pas du tout sûr de si ça allait bien rendre, si j'allais trouver quelqu'un. Au final, ça s'est bien goupillé. Mais ouais, en post-prod, j'ai été un peu à l'aveugle quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu abandonner? Et si oui, quand? Non, j'ai jamais voulu abandonner. Même si ça avait été nul en termes de montage, de mixage, ou qu'il manquait des plans, j'aurais sorti le truc. Parce que je pense qu'il faut finir ce qu'on a commencé. Puis tu vois, c'est quand même un beau morceau, c'est 20 minutes. J'ai mis un petit peu de moyens dedans quand même si on m'a beaucoup aidé. Mais j'aurais pas abandonné, non, c'est bon. Je préfère, à moins qu'il y ait une grosse galère, que quelqu'un meure sur le tournage et que je tombe dans le coma, non, j'aurais continué jusqu'au bout, je pense. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Je pense que je me suis découvert un certain leadership que j'appréhendais un peu. Je me suis dit au début, est-ce que je suis capable de diriger une équipe? Parce qu'il faut quand même, faut avoir un peu de prestance, même si c'est des potes, faut y aller quoi. Faut donner des ordres quand ça se marre, quand ça est un peu trop lent. Non, faut y aller. Et je me suis découvert que j'étais capable de faire ça, de tenir le bateau entre guillemets. Et je me suis aussi découvert une belle organisation, je pense, de tout. Je trouve que je suis plutôt bien organisé. Et je me suis pas perdu moi-même. En fait, je me suis vraiment axé sur ce que je vais faire. Typiquement, le scénario, l'histoire, tu sais, c'est une histoire qui peut partir en live sur plein d'aspects, parce que ça parle du libre arbitre. Et j'ai vraiment essayé de m'axer. Là, je parle plus de l'aspect scénaristique. J'ai vraiment essayé de m'axer, et je trouve que je me suis plutôt bien démerdé. Et ça, ouais, ça m'a fait plaisir. Je me suis pas perdu, tu vois, dans l'histoire. Enfin, j'estime, après c'est mon ressenti. Je sais pas ce que les gens pensent, mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a bougé en toi après ce film? Ouais, je pense que ma motivation, je pense que je l'avais déjà, mais je me suis dit que maintenant tout était possible, que même si tu pars de pas grand-chose, tu vois, de base, moi j'avais pas trop de matériel, je savais pas trop comment se constituer une équipe, tout ça. Et la motivation, ouais, elle s'est décuplée en moi. Maintenant, je pense que, évidemment, je vais me ramasser comme tout le monde sur plein de projets, mais je pense que ouais, je peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus peut-être vite avec tout ce que j'ai appris. Et je pense que ça a vraiment bougé en moi, ça, ouais, complètement. Est-ce que ça t'arrive de regarder encore les images ou tu fuis totalement? Ça m'arrive, notamment la séquence avec le caddie, quand la musique elle part et qu'il commence à faire à manger, que Olga se douche, que Chris fait le petit plat avec le riz. Ça, c'est une séquence que j'adore parce que c'est ma séquence préférée. J'aime bien aussi la toute fin. Après, il y a des moments que je peux pas regarder. Ouais. Il y a des moments, il y a des moments où le dialogue, je l'aime pas. Alors c'est des petits bouts, hein. Je trouve que dans la globalité ça va, mais il y a des moments où je supporte pas et ça me saoule, je préfère avancer. Il y a pas longtemps, on m'a fait l'audio-description de mon film. Et du coup, j'ai dû revoir avec l'auteur tout le film et caser les phrases au bon moment. Donc c'est pour les aveugles. Et ouais, il y a des séquences, j'avais du mal à regarder. Limite, je me bouchais pas les oreilles, mais je détournais le regard, j'étais là, comme ça. Mais après, ça va, je peux le voir.
mais il y a quelques petites séquences, ouais, j'ai du mal. Vous êtes trop belle, madame. Une dame aux cheveux courts au burn. Oh, merci, c'est très gentil. Vous êtes très mignons tous les deux. Merci. C'est ma sœur. Je suis super fier d'elle. Chris embrasse sa compagne à pleine bouche. La dame se fige, sous le choc. C'est important pour toi d'avoir un film qui soit accessible aux malvoyants, aux non-voyants? Mais carrément, c'est même une évidence, je pense qu'aujourd'hui, qu'on ait, pas que le cinéma d'ailleurs, toute la culture accessible. La France, on commence vraiment à être bien là-dessus, mais tu vois, aux États-Unis, tout est décrit, ils font un gros travail là-dessus. Et en France, je trouve qu'on est un petit peu en retard, que ça bouge, qu'il y a pas mal d'auteurs et de sociétés. Zogma Concept, que tu connais, qui est une société spécialisée dans l'audio-description, qui font un super travail, qui forment des auteurs et qui essayent d'intégrer vraiment ça dans le milieu, dans l'accessibilité. Et je pense que l'audio-description, si je reviens au film, c'est hyper important parce que tu te rends compte un peu le nombre de personnes qui sont aveugles, j'ai pas les chiffres, ou même malvoyantes, et qui n'ont pas accès à tout ça, alors que ouais, il y a une quantité phénoménale de choses à voir, quoi. Je pense que c'est une évidence. Ouais. À l'entrée d'une ruelle, Olga ralentit le pas, puis se fige. Chris. Il la rejoint d'un pas pressé. Putain, c'est lui. L'inconnu à la capuche est assis contre un mur décrépit, les yeux clos. Des tags s'étalent sur les portails et les clôtures de béton. Le couple s'agenouille près de lui. Hé, t'es avec nous? Est-ce que tu referais ce film aujourd'hui? Ouais, je pense, ouais. En mode remake ou en mode si vraiment je repartais de zéro et je le refaisais? C'est ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que je l'aime bien, j'aime bien l'histoire. Donc ouais, je pense. Qu'est-ce que ce film t'a laissé? Des amis, beaucoup d'amis. Parce que typiquement Chris, Olga, Joëvan et Joy, qui s'appelle en vrai, je les connaissais pas. Paul, je le connaissais pas, mon ingé son. Les autres, c'était des amis. Mais on a vraiment créé une famille sur ce tournage. Et on se revoit de temps en temps. Voilà. Je trouve que c'est super et je trouve que ça sert à ça aussi, les tournages. À qui tu parlais vraiment en faisant ce film? Je pense que je parlais à tout le monde. Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, le film il se base vraiment sur le libre arbitre, dans le bien comme dans le mal, hein. C'est pour ça que c'est scénarisé, c'est narré. Je pense que ça parle à tout le monde, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On a tous cette faculté de pouvoir prendre des décisions comme on veut, comme on nous semble, et qu'au final, on le fait pas toujours. Voilà, je pense on se prend beaucoup la tête sur plein de trucs, et qu'au final, des fois, c'est la vie, on va tous mourir, et qu'on pourrait faire plus ce qu'on veut que se contraindre à des petites futilités qui nous dérangent, même des trucs débiles, tu vois. Est-ce que pourquoi j'irais pas voir cette personne? Tu te prends la tête sur tout. Pourquoi j'ai pas fait ça? Et moi-même, je me pose fondamentalement cette question tout le temps. Vraiment, je suis là, c'est un truc qui m'obsède un peu. Je me dis, mais tu peux faire ça, mais en même temps, si t'as pas fait ça, et tu te perds, et en même temps, ça permet de philosopher de fou. Moi, j'adore. Et donc je pense que ça peut parler vraiment à tout le monde. Si tu devais dire une seule chose au garçon que tu étais au début, ce serait quoi? Ce serait qu'on s'en fout de l'erreur totale. Je le savais, je m'étais mis dans l'esprit que voilà, on s'en fout s'il y a des erreurs et tout, mais quand tu vis le truc, tu prends toujours la vie en pleine gueule, quoi. Et je me redirais quand même, ouais, fonce, tu t'en fous, gars. Genre, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petits films, il n'y a pas de petite histoire. Même si c'est, même si c'est à chier, juste t'auras produit un truc, t'auras essayé quelque chose. Donc je dirais que faut quand même y aller, même si ça a toutes les chances de foirer. Même si j'avais eu 10 000 galères en plus, je dirais vas-y quand même, tu vois. Ou repousse un peu d'un mois, mais vas-y quand même, quoi.